les exportations représentent 30% de notre PIB, les importations également à peu près 30% de notre PIB, 45% de nos imports c'est des composants, donc nous sommes une économie très interdépendante et la seule façon dans un monde comme celui-là, où l'imitation technologique est faite par les pays émergents, c'est d'innover. C'est-à-dire qu'on ne peut pas survivre et se développer dans une économie aussi interdépendante si on n'innove pas. Voilà. Donc maintenant, l'innovation, il faut, pour l'innovation, d'abord il faut une économie du savoir. Il n'y a pas d'innovation, il n'y aurait pas eu la Silicon Valley sans Stanford, il n'y aurait pas eu la route 128 sans Harvard MIT. Donc il faut des universités, des écoles doctorales de haut niveau et financées. Comme vous le savez, en France, l'éducation supérieure, on dépense à peine 10 000 € par an par étudiant, alors qu'aux États-Unis, c'est 36 000 et qu'en Scandinavie, c'est 25 000. Donc on est très très en dessous de ce qui est dépensé en matière d'éducation supérieure. Nous avons une ANR qui est misérable comparée à son équivalent allemand. Les Allemands, c'est 2 milliards. Je crois que nous, c'est péniblement 800 millions, l'ANR. Et c'est essentiellement des projets ciblés. Enfin, c'est la cata, quoi. Hein, donc ça marche vraiment pas. Il y a trop peu, quoi. Voilà. Donc si vous voulez, l'idée, c'est que c'est l'économie du savoir, mais c'est également la destruction créatrice. C'est-à-dire que l'innovation, il faut s'adapter à une économie où on change de travail, on change de secteur, et donc il faut restructurer l'organisation de l'économie. Donc il faut les leviers, qui sont les leviers qui marchent en Scandinavie très bien, c'est éduquer, libérer et protéger. Je crois que ça, c'est vraiment le trio gagnant. Hein, on éduque, on libère et on protège. Voilà. Et donc je vais essayer de mentionner quelques leviers qui ont déjà été mentionnés, donc c'est un peu redire beaucoup ce qui a déjà été dit. Et chacun de ces leviers, ce qui est intéressant, c'est que ça implique à la fois de l'investissement et en même temps de la gouvernance. C'est ce que disait tout à l'heure Claire. C'est-à-dire que c'est pas juste je dépense plus, mais je dépense plus en changeant la gouvernance. Voilà, ça je crois que c'est un principe très important. Alors le premier domaine, c'est la recherche et l'université. Je disais tout à l'heure, nous avons une ANR sous-financée, mais également mal organisée. La plupart des projets ANR sont des projets thématiques. Moi, je pense qu'il faut aligner la gouvernance de l'ANR sur celle de la European Research Council, qui sont essentiellement des projets blancs et qui marchent très très bien. Je pense que ce n'est pas aux gens en haut de déterminer les thèmes de recherche, c'est aux chercheurs eux-mêmes de décider ce qu'ils veulent faire. Donc je pense à une ANR dont le budget devrait être augmenté sensiblement et exactement aligné sur la gouvernance de la European Research Council. L'autre chose, ça que j'ai poussé beaucoup et je crois que Macron l'a repris, c'est qu'il faut arrêter le système, en tout cas il faut anesthésier le Conseil national universitaire. C'est-à-dire, vous savez que maintenant les professeurs sont promus et nommés par un truc centralisé qui s'appelle le CNU. Alors je ne dis pas qu'il faut supprimer le CNU, mais je l'anesthésierai un petit peu. Je pense qu'il faut que les universités soient libres elles-mêmes de décider qui elles embauchent et qui elles promeuvent. Mais ça veut dire aussi que vous mettez en place un système d'évaluation des universités. Vous voyez, comme ça existe dans les autres pays. Quand ils regardent le CNU, les gens nous regardent comme si on était des martiens. Voilà. Donc il faut vraiment compléter l'autonomie universitaire et je crois qu'il va y avoir des réformes dans ce sens. Donc ça, c'est sur le relais recherche-université. Le relais éducation, je crois beaucoup, moi, dans le modèle finlandais, et je crois que l'idée des 12 élèves par classe, ça va dans ce sens, c'est-à-dire de dire la priorité, c'est pas tellement les rythmes scolaires, c'est la formation des maîtres. Il faut des maîtres bien formés et qui se recyclent régulièrement. Et le tutorat, c'est-à-dire que chaque enfant est suivi. Et surtout dans les zones défavorisées où ils n'ont pas les moyens de pouvoir étudier à la maison. Je crois que ça, et une certaine autonomie pour les établissements qui doivent avoir des politiques pédagogiques. Je crois que ça, c'est un trépied qui, en Finlande, ils dépensent autant que nous en éducation et ils ont de bien meilleurs résultats PISA que nous. Je pense que c'est une bonne boussole. Voilà. Il y a évidemment toute la réforme de la formation professionnelle. Et ensuite, sur la fiscalité, je pense que là, il y a un principe important. Il faut dépiquetiser la fiscalité française, voilà. C'est-à-dire, il faut reconnaître que, eh bien, lui est dans un monde où l'innovation n'existe pas. Dans la théorie de croissance de Piketty, c'est le vieux modèle de Solow, j'aime beaucoup Solow, mais chez Solow, c'est l'accumulation de capital uniquement qui détermine la croissance. On sait que l'innovation, surtout chez nous, joue un rôle fondamental. Et il faut comprendre que l'innovation est une source
de top 1% de revenus, mais ça n'augmente pas l'inégalité au sens large, et l'innovation crée de la mobilité sociale. Donc il ne faut pas traiter l'innovation comme la rente de situation. Je dis toujours que Steve Jobs et Carlos Slim, c'est pas la même chose. Vous voyez, Carlos Slim, c'est un monsieur, un Mexicain, qui est devenu très riche parce qu'ils ont déréglementé, ils ont privatisé les télécommunications du Mexique, et il est devenu très riche parce que c'était essentiellement un monopole non régulé, où ce monsieur est devenu... C'est pas la même chose que quelqu'un qui invente Google ou qui invente Facebook. Il faut que nous ayons une fiscalité qui distingue. Alors effectivement, d'un point de vue symbolique, de dire je mets l'ISF sur l'immobilier et pas sur le mobilier, c'est une manière symbolique, parce que je pense que l'ISF, de toute façon, a toujours un rôle essentiellement symbolique, de montrer que nous séparons bien la fiscalité de l'innovation de la fiscalité de revenus qui sont dus à des rentes de situation. Ça, je crois que ça doit être un principe très important, et je pense que toute réforme fiscale qui ne prend pas en compte l'innovation n'est pas une réforme fiscale sérieuse dans une économie comme la nôtre. Bon, ça, de toute façon, ça a été très bien dit par avant. Ensuite, il y a tout le volet protection. Quand nous étions une économie de limitation et que les gens passaient toute leur vie dans la même boîte, c'était une protection de dire j'ai des caisses de retraite ou j'ai des caisses d'assurance maladie pour chaque métier. Mais quand vous êtes dans une économie où vous avez la destruction créatrice et vous changez sans arrêt de profession, ça devient un élément de risque d'avoir une multiplicité de caisses de retraite et de caisses d'assurance maladie. Donc tout ce qui va conduire à unifier les systèmes est une bonne chose. De ce point de vue-là, la réforme de retraite proposée, qui est une réforme à points qui unifie les régimes, va dans le sens où la réforme qui consiste à dire je vais généraliser l'assurance chômage, sont des réformes qui aident à gérer ce système où les gens vont bouger. Parce qu'on veut que les gens prennent des risques dans leur recherche de travail. Mais l'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre de risques s'ils n'ont pas un minimum d'assurance et de protection. Mais ça devient un élément de risque d'avoir une multiplicité de caisses. Il faut aller vers une uniformisation des régimes. Et dans cette mesure, ce qui est bien. Alors, je veux terminer avec le volet européen. Je pense qu'il y a deux débats très importants. Il y a toujours eu ce débat avec maintenant l'OFCE évolue, mais c'était le débat, est-ce que les réformes structurelles, c'est de l'austérité ou est-ce que c'est antinomique de la macro? Et en fait, c'est complémentaire. Moi, je fais des travaux en ce moment avec Emmanuel Fary et d'autres, je ne vais pas faire du name dropping, où on montre qu'en fait, quand vous faites des réformes structurelles, c'est-à-dire pour libéraliser et flexibiliser le marché du travail et le marché des biens, eh bien, une plus grande contracyclicalité macroéconomique a des effets beaucoup plus positifs sur la croissance. Vous voyez, en France, il y a eu des cyclicalités macro, mais le taux de chômage n'est jamais baissé en dessous de 7% depuis 30 ans, parce que nous avons des marchés très rigides. C'était un peu ce que disait Draghi. Draghi disait, je crois que c'était à Bretton Woods, ou je ne sais plus où, à l'autre truc, là, pas Bretton, l'autre, hein? Jackson Hole, voilà. Il avait dit, moi je peux faire une partie, c'était la partie cyclicalité macro, mais vous devez faire l'autre partie, qui est la partie réforme structurelle. Donc il ne faut pas opposer réforme structurelle et politique macro, les deux sont complémentaires. Et je crois que le grand accord européen, ça sera que la France dise, nous allons faire les réformes structurelles, nous allons nous attaquer immédiatement à la réforme du marché du travail, mais en espérant que l'Allemagne en particulier va consentir à une plus grande réactivité macroéconomique au niveau européen. Et je crois que ça, c'est le grand deal avec l'Allemagne. Nous allons faire des réformes, parce que sans réforme, nous n'avons pas de voix en Europe, mais ayant fait ces réformes, nous aurons une voie pour demander plus de réactivité macroéconomique au niveau européen. Et enfin, je termine avec le débat sur la politique industrielle. Il y a eu des gens, moi je crois beaucoup dans la concurrence. Je pense que la concurrence est une force très importante d'une économie de l'innovation, parce que d'abord l'innovation, c'est de l'entrée et de la sortie. Donc ça, il faut de la concurrence. Et puis la concurrence stimule l'innovation. Mais pour autant, je ne suis pas contre l'idée de politique sectorielle. Seulement, il faut des politiques sectorielles réconciliées avec la politique de la concurrence. Le choix n'est pas entre pas du tout de politique sectorielle et la politique industrielle de grand-papa de l'époque de Gaulle, quoi. Le plan calcul et... non, c'est pas toi grand-papa. Non, mais je veux dire, pas du tout. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des politiques sectorielles, mais qui soient pro-concurrence. C'est-à-dire que je n'aide pas juste les grands champions nationaux, j'aide tous les défis dans un secteur, y compris les entrants potentiels, ce qui devient un peu la doctrine Juncker. Et donc là, il faut réinventer la politique industrielle pour la rendre pro-concurrence. Et je pense que là, et elle doit être beaucoup au niveau européen, les projets d'énergie, je pense qu'il faut repenser même tout le portefeuille de la Banque européenne d'investissement et de voir si c'est vraiment les secteurs porteurs de croissance qui sont ciblés en priorité, les secteurs concurrentiels, comment la politique est faite. Et là, je crois qu'il y a un énorme chantier de réconcilier la politique industrielle et la politique de la concurrence.